Okay, Bonjour à tous, nous allons reprendre cette session après une courte pause café, mais j'espère que tout le monde va rester extrêmement vigilant pour écouter Barbara Domenech parler des perturbateurs endocriniens et leurs effets sur le système nerveux, sur le cerveau, qui est un sujet d'une très très grande actualité. Donc je voudrais remercier Barbara d'être venue nous présenter son travail. Donc Barbara est professeure en physiologie comparative, laboratoire d'évolution des régulations endocriniennes au Muséum d'histoire naturelle de Paris. Donc elle est professeure de physiologie et elle a un parcours très international qui est passé par Strasbourg, parce que je ne sais pas combien de temps tu es resté à Strasbourg, mais tu as été chercheur à Strasbourg à l'Institut de physiologie pendant quelques années. Pendant 9 ans. Voilà. Et ensuite... En face, juste en face. Donc elle a aussi travaillé en Grande-Bretagne, au Canada, en Allemagne. Et donc elle a une reconnaissance internationale pour ses recherches sur la fonction thyroïdienne et donc auteur de plus de 180 publications. Elle a également reçu de nombreux prix pour ses travaux, notamment le Nature Monitoring Award et la médaille pour l'innovation du CNRS en 2014. Elle est également très impliquée dans des programmes de recherche européens et membre de comités internationaux sur les hormones thyroïdiennes et les perturbateurs endocriniens. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup de sciences ouvertes et de transmission d'informations vers le grand public, et Barbara est extrêmement impliquée dans cette activité aussi, puisqu'elle a écrit 2 livres pour expliquer les effets de perturbateurs endocriniens sur le système nerveux. Voilà, je ne veux pas rester plus longtemps. Merci beaucoup Barbara. Merci beaucoup, merci Valérie et merci aux organisateurs. Non, je vais utiliser celle-là. Comme ça m'oblige à rester en place. Et merci aux organisateurs. Effectivement, comme a dit Valérie, j'ai commencé ma carrière universitaire ici à Strasbourg, juste en face. Donc, c'est un grand plaisir d'être de retour. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de perturbateurs endocriniens et cerveau. Et je trouve que c'est quand même... vous êtes bien tombé, le 5 juin, c'est quand même la journée mondiale de l'environnement aujourd'hui. Donc, je ne savais pas si vous l'avez fait exprès, mais voilà. Et quand vous avez mis un S... avec juste raison que ce soit le milieu antérieur défini par Claude Bernard au laboratoire où je suis, d'où je viens à Paris, mais en milieu intérieur ou le milieu extérieur, ces 2 environnements vont affecter évidemment notre santé et la santé humaine, mais la santé animale et la biodiversité dans son ensemble. Effectivement, le fitness de l'écosystème va dépendre de beaucoup de facteurs, et on a déjà entendu des topos excellents aujourd'hui. Et aujourd'hui, on est sous des doubles effets, des doubles chocs du changement climatique et la pollution chimique. Comme a dit Theo Colburn, elle avait dit ça il y a une dizaine d'années. Elle avait pensé que la perturbation endocrinienne allait avoir des effets beaucoup plus graves que le changement climatique, mais on peut quand même se demander lequel va gagner aujourd'hui. Et il faut dire qu'il faut agir, et c'est des moyens d'action qu'on doit chercher pour répondre à ces 2 challenges aujourd'hui. Donc, la santé humaine, comme la santé des animaux et la biodiversité, doit être vue dans un contexte environnemental et on peut évidemment choisir le mot S, mettre un S. Alors, je vais vous parler de perturbateurs endocriniens. Et moi, je suis un peu tombée dans la soupe de la perturbation endocrinienne en 2001, quand on m'a demandé d'être expert pour la France auprès de l'OCDE, qui fait des tests pour déterminer si une substance est, oui ou non, un perturbateur. Et littéralement, je suis sortie de cette réunion, j'ai toqué à la porte du CNRS et au muséum, et j'ai dit, on doit faire mieux. On doit mieux faire que ce que j'ai vu aujourd'hui à l'OCDE. Il doit y avoir des meilleurs tests pour ces substances. Et j'ai cofondé en 2005
Watchfrog avec Gregory Lemkin, mais je ne reçois aucun salaire et ni frais de consultant. Donc, voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de qu'est-ce que c'est une perturbation endocrinienne, que sont les maladies associées et surtout la signalisation thyroïdienne. Je vais vous montrer quelques résultats, comment on va de l'épidémiologie aux résultats expérimentaux, et je vais vous montrer un peu des coûts qui engendrent la perturbation endocrinienne aujourd'hui. Et je vais conclure avec que peut-on faire et que devons-nous faire. Alors, pour résumer la situation, je cite ChemTrust, et ça c'est la réalité de tout enfant qui est né aujourd'hui. Il est exposé pendant les 9 mois de sa vie intra-utérine à un mélange de substances dont on connaît très peu les effets. Ces substances contiennent évidemment le BPA, bisphénol A, que vous connaissez, qui était autrefois en France dans les intérieurs des boîtes en aluminium, mais qui est toujours présente dans les reçus. Et on l'a remplacé, mais si j'ai le temps, j'en parlerai, ou dans les questions, le BPS et le BPF sont tout aussi mauvais que le BPA. Il y a évidemment des phthalates, des retardateurs de flamme, brominated flame retardants, qui sont présentes et donc qui passent la barrière placentaire et qui se trouvent dans le liquide amniotique. Et voilà. Et on a très peu de données sur les effets de ces mélanges. Alors, et beaucoup de ces substances sont des perturbateurs endocriniennes, donc il faut définir qu'est-ce que c'est un perturbateur endocrinien. L'Organisation mondiale de la santé a défini ça en 2002 comme une substance ou un mélange de substances qui modifie le fonctionnement du système endocrinien, système hormonal, et par conséquent induit un effet inverse. Pour le grand public, j'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme s'ils brouillaient l'information entre les cellules, un peu comme les hackers de l'Internet. Et il y a des choses assez particulières sur les perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des effets non monotoniques, c'est-à-dire qu'à faible dose, il va avoir un effet plus marqué qu'à plus forte dose. Et on peut discuter les mécanismes y impliqués. Donc, c'est non monotonique qui peut avoir des effets en U, par exemple, et on va voir un exemple. Donc, c'est difficile d'établir un seuil ou un threshold, comme on dit en anglais, et c'est surtout ces effets de mélange, ces effets cocktail qui doivent nous inquiéter aujourd'hui. Et effectivement, la production de l'industrie chimique a augmenté de 300 fois depuis 1970. Tout à l'heure, on a parlé de Rachel Carson, qui a publié son livre « Printemps silencieux » en 1962. On aurait pensé que ceci aurait ralenti peut-être un peu l'enthousiasme, mais non, pas du tout. Depuis 1970, augmentation de 300 fois. Donc, ce n'est pas étonnant que c'est un commentaire du livre de Stéphane Aurel, au féminin, qui a écrit Lobotomie dans la découverte. N'oublions pas que Stéphane Aurel, avec Stéphane Foucault, étaient les deux journalistes français qui ont fait la base de Monsanto Papers. Excellent, dont Elisabeth a déjà cité. Mais dans ce livre, Markowitz et Rosner, ils sont cités. Ils disent « L'industrie chimique est le big tobacco du XXIe siècle. Aujourd'hui, nous sommes à notre insu des sujets du plus grand essai clinique jamais réalisé. Sans que nous le sachions, nous testons des milliers de produits, des substances chimiques, en plus des nouvelles substances dont l'innocuité n'a pas été établie et dont les effets sur l'être humain sont complètement inconnus.
aucune de ces fermes n'a pris la peine de nous dire que nous faisons partie de leur expérimentation. Et voilà. Ça, c'est Libération, c'est le type de... Bon, ça, c'est le système endocrinien. Bon, beaucoup d'entre vous sont des biologistes, donc vous savez que le glande pinéal, l'hypothalamus... alors, aujourd'hui, je vais vous parler beaucoup de la thyroïde. Mais vous voyez qu'il y a énormément de substances dans notre environnement quotidien qui peuvent interférer, qui peuvent agir comme perturbateurs endocriniens. Et on peut les classifier comme des plastiques, les fongicides dont on a parlé aujourd'hui, les produits de soins personnels, des cosmétiques, et les pesticides et une autre forme de... Bon, des biocides, des pesticides, des solvants, des herbicides, etc. Donc, il y a... Et les jouets. On va en parler avec un peu de chance des jouets. Un petit peu. Alors, en même temps que la production chimique a augmenté, il y a énormément de maladies non infectieuses qui ont augmenté. Alors, nous savons que corrélation n'égale pas causation. OK? Et on va en parler, surtout je vais donner une citation de Bradford Hill à la fin, mais c'est Bradford Hill qui a été instrumental de montrer que le lien entre le fait de fumer et le cancer du poumon. Et en 1965, il a bien établi des différents critères pour faire le lien entre corrélation et, le lien entre le fait de fumer et le cancer. Et il avait insisté sur pas mal de choses, dont la plausibilité et la préexposition et l'apparence de la maladie. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails pour chacune de ces différentes maladies, mais on sait que la qualité du sperme s'est réduite de moitié en 50 ans, donc beaucoup de problèmes d'infertilité, donc un couple sur 6, la cryptorchidie, c'est-à-dire que les testicules ne descendent pas à la naissance, affecte 2 à 4%, et ça c'est bien démontré être lié à les phthalates par exemple. Une femme sur 8 développerait un cancer du sein, une femme sur 8 un problème de la thyroïde. Évidemment, chacun n'est pas... Il y a des effets génétiques aussi bien, mais il y a aussi des questions d'environnement. Le nombre de diabétiques de type 2 a doublé dans 20 ans. L'obésité en conséquence, un 5e facteur de mortalité. Et, ce qui me préoccupe particulièrement, les maladies neurodéveloppementales qui sont en augmentation exponentielle. Alors, nous savons, par exemple, pour l'obésité, tout le monde va dire que, c'est parce qu'on ne fait pas assez d'exercice. Bon, si vous voulez, on peut en discuter, OK? Parce qu'il y a beaucoup de données qui montrent que ce n'est pas que ça. Alors, voilà, ça c'est les statistiques sur l'autisme. On est passé de 1 sur 500 en 1995 à 1 sur 68 en 2014 et en 2018, 1 sur 59 et 1 sur 39 garçons. Donc une augmentation de 15% sur 4 ans. Et plusieurs auteurs sont d'accord pour dire que ce n'est pas simplement qu'on est plus au courant que cette maladie existe, que les gens en parlent, mais qu'on soupçonne énormément des régulations épigénétiques dues aux effets de l'environnement sur les gènes. Et je trouve que c'est important de souligner qu'aux États-Unis, où il y a des données très précises sur les différents États, entre 40 et 50% des enfants diagnostiqués autistes, OK? Pas tout le monde. Ces enfants diagnostiqués autistes ont des QI de moins de 70. Donc, c'est quand même bas. Et
Un autre type de maladie, c'est le neuronal, c'est le déficit d'attention ou l'hyperactivité. Et les dernières statistiques du Centre pour Disease Control aux États-Unis montrent 14% des garçons qui sont infectés. Alors là aussi, il y a des discussions sur est-ce que c'est parce que les compagnies pharmaceutiques vont pousser l'utilisation de Ritaline. Là aussi, on peut en parler. Alors, l'hypothèse que je développe est que, et c'est une hypothèse plausible, mais ce n'est pas exclusif, absolument pas, c'est que la perturbation de la signalisation thyroïdienne, surtout avant et juste après la naissance, surtout les premiers 3 ans, va être impliquée. Ceci, la perturbation de l'axe thyroïdien, mais aussi la perturbation d'autres axes endocriniens. Et effectivement, comme a dit Linda Birnbaum, on est exposé, une directrice de la National Institute of Environmental Health Sciences aux États-Unis, on est exposé à des centaines de produits chimiques. On vit dans une soupe chimique. Bon, si vous ne l'avez pas compris, maintenant. Alors, ce qui m'inquiète, c'est que plusieurs de ces produits ont des substituts halogénés. Ils sont halogénés. Ils contiennent le brome, le fluor et le chlore. Et donc, c'est pour cela qu'ils peuvent agir particulièrement sur l'axe thyroïdien. Parce que les hormones thyroïdiennes sont les seules molécules complexes synthétisées par les vertébrés qui contiennent, ils sont les seuls qui contiennent de l'iode, quasiment, et ils sont les seuls qui sont complexes et fluorés. Ils sont certainement, évidemment, il y a le NaCl mais qui contient aussi le chlore par définition, mais ce n'est pas une molécule complexe. Et c'est les hormones thyroïdiennes qui sont absolument essentielles, comme l'iode, pour le développement du cerveau. Au point que depuis les années 70, on teste chaque enfant qui naît pour ces hormones thyroïdiennes à la naissance. Alors, c'est vrai, c'est le TSH qui va stimuler via l'hypothalamus la production de hormones thyroïdiennes. Et pourquoi on fait ça? Parce que sans un minimum d'hormones thyroïdiennes, au bon moment, un enfant va devenir crétin. Comme va devenir un tétard, il ne va pas pouvoir métamorphoser en grenouille. Alors, le crétinisme a été éradiqué, quasiment éradiqué mondialement, grâce à ce traitement postnatal avec les hormones thyroïdiennes. Donc, déjà un effet qui montre très bien les effets des hormones thyroïdiennes. On n'a plus de crétins en France. Mais il faut dire, et ailleurs, oui, on peut en discuter, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ok? Alors, un crétin sévère, non seulement son intellect est touché, mais évidemment sa stature, il est de petite taille, etc. Et ils ont un QI vraiment de très bas, de moins de 35, un crétin sévère. Alors, on a éradiqué le crétinisme, donc on peut dormir tranquille, n'est-ce pas? Mais non, parce qu'on a des connaissances maintenant sur la période prénatale, cette période lors de la vie intra-utérine. Et effectivement, c'est bien rentré dans les médias, cette idée que c'est un peu l'origine développementale des maladies chez l'adulte, c'est-à-dire que pendant cette période où vous êtes en train de former tous les organes dans le milieu intra-utérine, cette organogenèse est particulièrement une période vulnérable et qui va déterminer votre santé à long terme. Et en ce qui concerne les hormones thyroïdiennes, c'est les premiers 3 mois qui sont particulièrement importants, et je vais vous montrer les données. Les taux d'hormones thyroïdiennes chez la mère sont déterminants pour le QI de l'enfant et son risque d'autisme. OK? Et voilà.
voilà un résultat. Je travaille beaucoup avec Tim Corriva maintenant à Rotterdam. Et donc, voilà, vous avez l'association of maternal thyroid function during early pregnancy, ces premiers 3 mois, avec le QI de l'enfant et la morphologie. Alors, ils ont fait une étude qui touche à peu près 4000 mères et leurs enfants à Rotterdam. Et vous voyez que ici, le QI moyen, une inner city population, c'est à peu près 104. Mais vous voyez déjà que le taux libre, et ici on a exclu toute femme qui est franchement hyperthyroïde ou hypothyroïde, donc tous les extrêmes de clinique ont été éliminés. Et on veut quand même, ce qui est considéré comme normal peut aller de quasiment 8 à 30. Donc on peut avoir 4 fois une échelle de 4, et c'est grâce, ou peut-être on peut dire, à ça qu'ils ont pu établir qu'une légère baisse des hormones thyroïdiennes ou une augmentation va être associée avec un plus faible QI. Et la probabilité que l'enfant ait un QI de moins de 85 est aussi affectée par cette... oui, ça c'est le QI global, et ça c'est le risque que l'enfant ait un QI de moins de 85 qui augmente aussi avec des faibles concentrations ou des plus fortes concentrations d'hormones thyroïdiennes chez la mère. Et ils ont eu les mêmes résultats pour l'épaisseur du cortex et le ratio matière blanche-grise. Donc, vous avez moins de matière grise si vous êtes né d'une femme qui a moins ou plus d'hormones thyroïdiennes. Et ce n'est pas si étonnant que ça, parce que même un crétin, il a des neurones et des cellules gliales, mais ils ne sont pas nécessairement très bien et très reliés entre eux. Et effectivement, les hormones thyroïdiennes vont moduler toute étape du développement du cerveau. L'amplification des cellules souches. Là, on travaille beaucoup sur les cellules souches en ce moment. Les décisions, est-ce que je deviens un neurone ou est-ce que je deviens un cellule gliale, ça c'est dépendant aussi des hormones thyroïdiennes. La migration des cellules, on a eu des bons exemples aujourd'hui, des tentatives, mais voilà, ça va être sous contrôle, mais pas sous contrôle, mais modulé par la disponibilité en hormones thyroïdiennes. La même chose pour la différenciation, la myélinisation. La myélinisation, ça apparaît avec l'évolution des vertébrés, où on a en même temps l'apparition d'une glande thyroïde et les jaws, mâchoire, merci, et évidemment la synaptogenèse. Donc, les hormones thyroïdiennes vont moduler chacun de ces processus. Et un petit exemple, c'est la cellule de Purkinje dans le cervelet. Ici, c'est sans hormones thyroïdiennes, et ceci est avec hormones thyroïdiennes. Vous voyez tout de suite la différence. Et ce n'est pas si étonnant que ça que les hormones maternelles vont avoir un rôle important lors de la période des premiers 3 ou 4 mois, parce que la glande thyroïde fertile n'est pleinement fonctionnelle que vers 4 ou 5 mois de gestation. Donc, pendant toute cette période de début de croissance du cerveau, tout va dépendre des hormones maternelles. Et voilà, la formation de la glande fœtale est à peu près au 4e, 5e mois. Et ça date d'un certain temps, mais les données récentes confortent cette idée. Et effectivement, comme a dit l'Organisation mondiale de la santé, quand ils ont fait le rapport sur le perturbateur endocrinien, ils avaient épinglé cette possibilité de l'exposition pendant la petite enfance ou la vie intra-utérine comme étant des facteurs qui pourraient déterminer la santé lors de la puberté, lors de, évidemment, la vie
de reproduction, mais aussi, et là on a très peu de données, sur la vie et la neurodégénération. Alors donc, ça résume, le développement fœtal est une période critique. Les hormones thyroïdiennes vont jouer un rôle essentiel pour le développement du cerveau, et c'est une période extrêmement sensible pour les perturbateurs endocriniens. Donc je vais passer à comment on va aborder cette question de mélange et comment on va statistiquement déterminer quels facteurs vont être impliqués, si on peut, voilà. Et je vais aussi vous décrire un peu des coûts socio-économiques des maladies neurodéveloppementales. Alors, la question centrale, c'est évidemment combien de ces produits. Il y en a à peu près 120 sur la liste de REACH aujourd'hui. Et ça n'inclut pas REACH, régulation, évaluation, autorisation des produits chimiques. C'est géré par ECHA à Helsinki. Et ça, c'est plus que 100 000 produits chimiques, n'inclut pas les pesticides, les cosmétiques, etc., qui sont sur d'autres listes. Donc, quel est l'impact sur la neurogénèse de ces différentes substances et comment on peut les identifier? Eh bien, on va revenir à notre petit thêta, parce que, comme je vous ai déjà dit, sans hormones thyroïdiennes au bon moment, un thêta va rester un thêta, il ne va pas pouvoir se métamorphoser, et c'est exactement la même molécule qui va être nécessaire pour le développement de notre cerveau. En effet, la signalisation thyroïdienne a été conservée à travers 500, ou disons 450 millions d'années d'évolution des hormones, de l'évolution des vertébrés. Et ils sont nécessaires pour qu'un thêta se transforme en grenouille. Et voilà la molécule. Ceux d'entre vous qui ont fait un peu de chimie ou un peu de perturbation endocrinienne, vous saurez que ça ressemble drôlement au BPA et ses substitués fluorés et bromés. Donc, absolument essentiel pour développer, pour la métamorphose des amphibiens. Et je me fais un peu de... c'est très important de quand même comprendre qu'ici on a fait une grenouille qui va répondre aux hormones thyroïdiennes grâce au Green Fluorescent Protein, GFP. Et ceci est très important parce qu'il y a tellement d'endroits dans la signalisation thyroïdienne où la perturbation endocrinienne peut avoir lieu au niveau de l'hypothalamus, au niveau de l'hypophyse, la thyroïde. Beaucoup de substances vont bloquer l'entrée d'iode et donc la formation de l'hormone thyroïdienne. Ils vont interférer avec la distribution dans le sang, le métabolisme dans le foie, etc. Et donc, tout ça va affecter la quantité d'hormone thyroïdienne qui est disponible pour faire pousser un cerveau. Et donc, quand c'est exactement la même chez un thêta, et voilà notre petit thêta sur une pièce de 1 cent, on peut utiliser cette méthode pour cribler les perturbateurs endocriniens dans l'eau des thêtas. Et voilà ce qu'on a fait récemment, c'était d'utiliser un mélange de substances qui sont trouvées dans le milieu amniotique humaine et de regarder si ça modifiait la signalisation thyroïdienne et le développement du cerveau chez notre petit Xénope, voilà, dont on a parlé. Alors, pour cette étude, on est parti d'une étude faite aux États-Unis de Tracy Woodruff, et elle a montré, ici, elle a 54 femmes enceintes, et en moyenne, elle a trouvé que chaque femme enceinte est exposée à un minimum de 30 substances chimiques, dont plusieurs sont des perturbateurs endocriniens. Et donc, nous, ce qu'on a fait, on a choisi les 15 substances les plus communes. Il y avait 15 substances qui étaient trouvées dans chacune de ces femmes.
et qu'on sait qu'ils passent la barrière placentale. Et donc, les voilà. On a du BPA, toujours, les métabolites des pesticides, des filtres des UV, le DDE, qui est le métabolite du DDT qui a été banni comme les PCB dans les années 70, mais ils sont toujours présents parce qu'ils sont persistants. Et donc, un petit mélange, le triclosan, absolument pas nécessaire, mais voilà, trouvé dans toutes les femmes enceintes. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris les concentrations, on a fait une méta-analyse des concentrations de la littérature, quelles étaient les concentrations de triclosan dans le liquide amniotique, quelle était la concentration de PCB dans le liquide amniotique, etc. Et on a trouvé des concentrations moyennes et on a fait un mélange qui correspondait à cette mélange qui était présente chez toutes les femmes enceintes aux États-Unis, mais on a vu que c'est aussi en France. Il y a des métaux lourds aussi, des produits perfluorés. Et voilà, on a fait ce mélange et on a testé sur nos petits têtards. Et on a vu que ça modifiait l'expression des gènes essentiels dans le cerveau. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Oh, ça va. Bon, MPP, c'est exprimé par les cellules gliales. Donc, c'est une marque des oligodendrocytes. Et le tubuline est exprimé dans des neurones. Donc, c'est une marque des neurones. Et vous voyez quand même que ce mélange, et les têtards sont exposés que pendant 3 jours. 3 jours, tandis que voilà, bon. Donc 3 jours de ce mélange testé à 1 fois ou 10 fois moins ou 10 fois plus va inhiber la production de MBP et de tubuline. Et en plus, on peut compter le nombre de neurones et le nombre d'oligodendrocytes, et on va voir que ça va changer exactement comme on avait vu dans le manip de Tim Corriver, le ratio entre neurones et oligodendrocytes, au point qu'on va voir le nombre de neurones qui va diminuer, ça presque à la significance ici. Mais depuis, on a obtenu des choses plus significantes. Et le volume des oligodendrocytes va augmenter individuel et le volume des neurones va diminuer. Donc tout ça, ça colle avec les résultats chez l'être humain, chez Tim Corriver. Et ça modifie aussi le mélange, modifie aussi le comportement des têtards. Et on voit qu'ils bougent nettement moins que ce soit 3 jours à l'exposition du mélange à la concentration trouvée dans le milieu amniotique. Et donc, pour résumer, le mélange des produits chimiques qui se trouvent dans le liquide amniotique humain modifie l'action des hormones thyroïdiennes, modifie le nombre et le volume des cellules dans le cerveau et le comportement des têtards. Alors, la deuxième série de 3 ou 4 diapositives que je vais utiliser, ça sort d'un projet européen, EDC Mixed Risk, où on va ici on a quasiment 2000 enfants, 1800, et on va de l'épidémiologie, et selon l'exposition des femmes, on va déterminer que sont les facteurs qui sont associés avec un retard de langage. Et ce qui peut être prémonitoire d'un diagnostic d'autisme plus tard. Donc, à partir de ces données, on va établir les mélanges, on peut appeler ça des mauvais acteurs. On va les tester sur les souris, sur nos têtards, sur les zebrafish et sur des organoïdes du cerveau humain poussés à partir soit des IPS ou des cerveaux de fœtus avortés.
Et puis, on peut faire, évidemment, le Risk Assessment Methodology. Et donc, je vais vous montrer juste le test qui a été fait à partir de quel était le milieu, le mélange qui a été associé avec un retard de langage. C'était 4 phthalates, le bisphénol A et des perfluorés, des substances perfluorées qui va donc, et ça, vous voyez tous dans quoi on va le trouver, le perfluoré, par exemple. Donc, pour établir ce mélange, on a testé l'urine et le sang des femmes enceintes et on a regardé 30 mois plus tard quel était le phénotype de leurs enfants. Et on a testé ça chez nos ENOP, on a testé par la quantité de lumière émise par les thêtas, l'expression des gènes et le comportement commun. Et je ne vous montre pas les détails, mais on a montré effectivement que ça interfère avec les hormones thyroïdiennes. De nouveau, ça change l'expression des gènes dans le cerveau et ça affecte le comportement des thêtas. Et sur les cerveaux, sur les organoïdes dérivés du cerveau humain, ça a un même effet. Alors, on a mis ça sur bioRxiv en attendant, je n'aime pas dire ça, mais c'est quand même en révision pour Nature en ce moment et nous gardons les doigts croisés. Alors, passons maintenant sur le coût de cette perturbation. Alors, j'ai eu de la chance de collaborer avec Leo Trasande de la New York School of Medicine pour une étude qui a évalué le coût. Ce qu'on a fait pour ces coûts-là, on a mesuré l'exposition chez la population européenne, là où on avait les possibilités, et là, on a aussi regardé les effets dans la littérature sur l'impact de ces perturbateurs endocriniens sur la santé. Et vous voyez quand même que c'est vraiment le neurodéveloppement, le PET de QI, qui est la plus grande partie de ces quasiment 90% de cette coût. Et le coût, comme vous voyez, c'est probablement autour de 157 milliards d'euros, dont la plus grande partie est due à 2 perturbateurs endocriniens, parce qu'on avait des données en épidémiologie et en exposition que pour 2, qui étaient un retardateur de flamme, le PBDE, et un pesticide, le chlorpyrifos, qui est actuellement en train d'être réévalué. Je vais en parler tout à l'heure par l'Europe et on doit le renouveler ou non en 2020. Donc vous voyez quand même, c'est vraiment le bout de l'iceberg parce que là on a pu faire que deux perturbateurs endocriniens. Et pourquoi le neurodéveloppement est plus facile à mesurer que l'obésité et le diabète? Mais tout simplement parce qu'on va voir un effet sur un enfant à 3 ans, 7 ans, bien avant qu'il faut regarder pour le développement d'un cancer ou des problèmes de reproduction ou l'obésité plus tard. Ça va être 50 ans. Mais on a quand même... Bon, anyway. Alors, que sont les conséquences de ce PET de QI? Parce que ce qu'on a vu, c'est quand même des PET de QI de 4-5 points. Okay? Mais on peut quand même se demander quel va être l'effet sur la population. C'est certain que pour une seule personne, il n'y a pas trop d'effet. Il va gagner moins parce qu'il va réussir moins bien dans sa scolarité et donc dans sa vie. Mais 4-5 points de QI, ça ne va pas se voir au niveau d'un individu. Mais sur une population, ça va avoir un effet majeur. Et effectivement, si on a une population qui a un QI de 90, et si on shift
le QI moyenne à 95, eh bien, on va avoir, au lieu d'avoir 6 millions d'enfants doués, on va trouver que 2,4 millions doués. Et inversement, comme c'est une courbe de Gauss, on va avoir de chaque côté, dans le cas normal, 6 millions intellectuellement disabled, retardés, et ça va augmenter à 9,4 millions. Ceci sur une population théorique. Mais le malheur, c'est qu'on a déjà vu ça. On a déjà vu ça pour l'iode, déficience en iode, mais jusqu'à 14, 18 points de QI pour des enfants nés à des mères déficients en iode. Pour l'hypothyse maternelle, pour les PCB, c'est très bien démontré dans des études autour du lac Michigan, où il y a eu une pollution dans les années 70 au PCB, pour le plomb et le mercure, pour différents pesticides, les retardateurs de flamme, et on n'a aucune donnée sur les mélanges. Alors, j'ai parlé 2 ou 3 fois des pesticides, et on peut quand même se dire, mais les pesticides, c'est les meilleurs testés de tous les produits qui se trouvent sur le marché. Eh bien, là, je cite EFSA, qui n'est pas exactement connu pour ses avis révolutionnaires, et ils ont quand même publié en 2013 le profil toxicologique des pesticides, et ils ont vu que sur les effets neurotoxiques ou pour une activité de perturbation de la hormone thyroïdienne, il y avait quand même, sur 287 pesticides qu'ils ont évalués, 101 affectaient la signalisation thyroïdienne et 97 autres avaient des effets neurotoxiques. Et ça, c'est des pesticides sur le marché. OK? Alors, on peut se demander, comme a souligné déjà Elisabeth, comment ça se fait qu'ils sont sur le marché. Et c'est souvent à voir avec des dossiers incomplets donnés à des instances d'évaluation. Et juste pour montrer ce chlorpyrifos, on sait que ça affecte le QI de l'enfant, surtout dans cette période prénatale. Et voyez, là, c'est vraiment une figure, vaut mieux beaucoup de paroles. Là, vous avez le cortical thickness, l'épaisseur du cortex, qui, n'oublie pas, c'est ça qui va nous donner notre capacité cérébrale, notre capacité de penser. Et l'épaisseur du cortex va être de moins en moins épaisse en fonction de l'exposition prénatale. Donc ici, vous avez des enfants exposés à des forts taux de chlorpyrifos comparé à ceux qui ne sont pas exposés, et vous avez quand même une ligne de régression, et le cortex diminue, et ceci selon différentes régions du cerveau. Donc, et ce n'est pas étonnant que ce cortex diminué va aussi affecter le QI de l'enfant, et une baisse de 5,5 points pour le chlorpyrifos, comme on a déjà vu pour manque d'iode, pour les PCB, etc. Alors, est-ce que c'est si étonnant que... Alors, on peut en discuter de ça, et j'aimerais bien avoir le temps d'en discuter. Parce que en 2013, il y a eu ce papier qui est sorti dans le journal Intelligence. Est-ce que les Victoriens étaient plus intelligents que nous? Alors, les gens qui signent ce papier sont un peu eugénistes, hein, il faut le dire. Ils ne sont pas nécessairement... ils ont une autre idée derrière la tête. Ils disent que c'est que les riches, les riches ne font moins et moins d'enfants, et évidemment, c'est les pauvres qui se reproduisent, et évidemment, les pauvres, c'est égal baisse de QI. Mais
il faut quand même regarder l'histoire de plus près. Ils ont utilisé les données de Francis Galton, qui a établi en 1892 des données sur le temps de réaction des gens. Alors, il avait beaucoup de données, il a accumulé énormément de résultats, mais qu'est-ce qu'il n'avait pas? Il n'avait pas les données, le pouvoir informatique pour les analyser. Et donc, c'est 100 ans plus tard, littéralement, que plusieurs personnes ont regardé ces temps de réaction et ils ont vu qu'on avait quand même ralenti notre temps de réaction dans 100 ans. Alors, le temps de réaction, c'est la vitesse. Alors, on a même essayé de reconstruire le matériel de base que Galton utilisait, c'est-à-dire une lumière, un pendule qui passait devant et évidemment la personne appuyait sur le bouton quand la lumière était occultée. Et qu'est-ce que ça reflète, le temps de réaction? Ça reflète la myélinisation, c'est-à-dire cette vitesse de réaction. Ce temps de réaction est dépendant de l'épaisseur de la myéline autour des neurones. Et la myéline, comme je vous ai déjà dit, est apparue avec les hormones thyroïdiennes. La myélinisation est fonction des hormones thyroïdiennes. Donc c'est tout à fait plausible de mettre ensemble cette lenteur de temps de réaction avec une plus faible myélinisation. On a des études en route pour regarder si ça tient debout. Mais là, parce qu'on peut calculer le temps de réaction, évidemment, quand vous lisez un article, la vitesse à laquelle vous assimilez l'information va dépendre de la vitesse de neurotransmission. Donc, on peut quand même faire un calcul de temps de réaction relié à l'intelligence et on aura perdu 14 points de QI. Et ceci se voit dans les données des conscrits finlandais aussi. Je n'ai pas le temps de tout développer. Alors, que peut-on faire? Que devons-nous faire? Eh bien, le Danemark a sorti ça. Qu'est-ce qu'on doit faire si on est enceinte? Je n'y ai pas pensé, c'est très alsacien, ça. Alors, éducation. Il faut vraiment éduquer les femmes. Et il faut utiliser le sel iodé, parce que le sel de mer ne contient pas d'iode, OK? Pourquoi le sel de mer ne contient pas d'iode? Le sel de Camargue ne contient pas d'iode? Parce que quand on prépare le sel, l'iode s'évapore, volatile. Et il faut légiférer, si on peut. Alors, justement, je suis contente de dire que le Parlement européen m'a demandé d'écrire un document, un rapport sur les perturbations endocriniennes et j'ai choisi de le partager. Heureusement que je l'ai choisi de partager avec Rémi Slama, un épidémiologiste de Grenoble. Et on a donc rendu ce rapport en janvier et on l'a présenté devant le Parlement en avril. Et juste un résultat de ce rapport, on a regardé la manière dont les perturbateurs endocriniennes sont régulés en Europe et effectivement, il y a une définition pour les perturbateurs endocriniennes pour les pesticides et les biocides et il y a un document de dire comment il faut interpréter les résultats. Mais les tests qu'on a mis en place ne sont pas parfaits, loin de ça, et les données qui sont nécessaires pour faire évaluer un pesticide ne sont pas, ils sont insuffisants, et il y a des fois quand même une logique de management. Mais pour toutes les autres substances, les autres catégories, que ce soit des substances définies dans REACH,
dans les cosmétiques, dans les additifs, dans le matériau qu'on utilise pour emballer la nourriture, la régulation et pour protéger les ouvriers et les medical devices. On a très peu, non seulement de définitions, pas de documents, et les tests sont de toute manière insuffisants. Donc, ce n'est pas étonnant qu'on a cette augmentation de maladies non infectieuses qu'on voit aujourd'hui. Et je suis contente de dire que suite à notre rapport, et grâce à beaucoup d'autres choses, dont les résultats de EDC Mixed Risk qui a été cité dans la résolution qui a été présentée au Parlement le 18 avril, il y a eu une résolution qui est passée avec une majorité écrasante, 447 voix pour, 14 contre et 41 abstentions. C'est vraiment massif et ça va être au Parlement que vous avez élu et que les autres Européens ont élu, qui vont siéger en juillet pour mieux demander à la Commission de mieux réglementer la perturbation endocrinienne. Et un des arguments qu'on donne dans notre rapport, c'est qu'on devrait réglementer les perturbateurs endocriniennes de la même manière qu'on réglemente des substances carcinogènes. Et donc, pour conclure, je vous ai dit que chaque femme enceinte est exposée à plus de 15 classes de produits chimiques et la plupart de ces produits sont des perturbateurs endocriniens et 2/3 de ces substances vont affecter la signalisation thyroïdienne. Ils passent le placenta et se trouvent à des concentrations assez inquiétantes dans le liquide amniotique. Comme je viens de dire, 2/3 de ces produits interfèrent avec les hormones thyroïdiennes et donc, par définition, avec le développement du cerveau. Des études récentes, et je vous ai cité celui de Tim Corriver, mais il y en a énormément d'autres depuis dans les derniers 20 ans qui montrent que les hormones maternelles thyroïdiennes sont essentiellement pour le développement du cerveau fœtal. Et on sait en même temps que les hormones thyroïdiennes maternelles sont essentielles et pourtant on est exposé à tous ces produits. Donc, on a déjà démontré que l'exposition maternelle à certains de ces produits ou le manque d'iode augmente le risque de maladies neurodéveloppementales, telles l'autisme, ou le baisse de QE, et ou les deux. On a si peu de données sur les effets des mélanges, et il faut le dire, haut et fort, que la législation en Europe est toujours retardée par des lobbies. Et c'est aussi tiré un dessin du Monde. Voilà, je vous laisse. Voilà. Voilà. Et juste une citation pour Bradford Hill pour finir. Toute œuvre scientifique est par définition incomplète. Cela ne nous autorise pas pour autant d'ignorer les connaissances qu'on a déjà et nous devons pousser les actions attendues. OK. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Il se fout le neurone. Ah oui. Des questions dans la salle? Oui. Oui, ça fait peur, mais voilà, je ne suis pas là pour, pour passer la pommade. Bonjour et merci pour votre conférence, votre intervention de pratiquement 3/4 d'heure qui a été très intéressante et très enrichissante. Voilà, je voulais savoir, maintenant qu'on sait que nous sommes tous pollués au moins de 15 polluants dans notre organisme universellement, est-il possible maintenant de pouvoir s'en débarrasser dans le temps en mangeant bio, avec d'autres, peut-être aussi en prenant des substances dites naturelles, n'est-ce pas, qui puissent nous permettre de nous désintoxiquer de tout ça. Voilà, merci. La détoxification, voilà une question. Pour certaines matières, comme le sol,
on a des méthodes de détoxification. Mais pour le corps humain, c'est très difficile. Ben, n'oublions pas que certains de ces produits, surtout ceux qui sont lipophiles, vont se concentrer dans le tissu adipeux. Et justement, une fois qu'ils sont dans le tissu adipeux, ça va, ils sont assez tranquilles. Mais on a pu démontrer que les personnes d'un certain âge qui perdent du poids sont plus susceptibles à les maladies neurodégénératives. Mais oui. Non, anyway, parce que non, ça remet en cercle. Anyway, tout ça, bon, les expériences n'ont pas été... Bon, c'est l'épidémiologie, par définition. Il y a très peu de données sur les maladies neurodégénératives et l'exposition, à part le Parkinson's dont on a parlé tout à l'heure. Mais en ce moment, on travaille sur la sclérose en plaques qui a aussi augmenté récemment et dont le ratio entre femmes et hommes change. Et voilà, on a pas mal d'hypothèses de travail parce que la sclérose en plaques, c'est aussi un problème de myélinisation. Donc voilà, il y a toute une logique là. Donc, détoxification per se, difficile. Oui, j'avais une question sur les niveaux seuil. Est-ce qu'aussi il y a une corrélation entre la présence, les concentrations dans l'environnement et les concentrations dans le corps et à quel moment on définit que c'est un seuil potentiellement pathologique? Mais justement, les lobbies, les producteurs vont dire qu'on peut réglementer les perturbateurs endocriniens comme n'importe quelle autre substance. Et c'est pour ça que Rémi et moi, on avait insisté sur le fait, dans notre rapport, qu'il faut passer à une législation comme pour les CMR, carcinogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, où c'est banni. Une substance qui est CMR est bannie dans les cosmétiques et des pesticides, par exemple. C'est une logique d'appliquer hazard recognition. Et il faut faire la même chose maintenant sur les perturbateurs endocriniens parce que c'est tellement difficile d'établir si oui ou non il y a un seuil. Et d'ailleurs, il y a eu une réunion à Berlin où on a fait une réunion avec plusieurs représentants de l'industrie et ils ont reconnu qu'on ne pouvait pas établir des seuils. Donc, d'où ce besoin de réglementer autrement. Bonjour. Dans les courbes que vous nous avez fait voir de décompte de nombre de cellules neuronales chez le tétard en fonction de l'exposition aux perturbateurs, toutes ces courbes passent par un minimum. Est-ce que ça veut dire qu'il vaudrait mieux être exposé à de très fortes doses qu'à de petites doses? Ah, ça c'est... Oui, c'est une question. Ben, justement, on a des différentes théories sur des faibles doses et des fortes doses. Pour l'être humain, par exemple, une fois qu'on est exposé à des fortes doses, le foie va se mettre en route et métaboliser des produits. C'est un des composants pour lesquels on voit des effets à faible dose et pas à forte dose. Okay? Mais ce n'est pas uniquement ça. Mais je doute que pour les mélanges en général, ça puisse être une règle généralisable. OK? D'autres questions? Bonjour et merci beaucoup pour votre présentation. Je voulais peut-être si vous pouvez commenter un peu sur les métriques que vous utilisez pour évaluer l'intelligence. Si j'ai bien compris, la métrique principale, c'était le QI. Et éventuellement, vous avez parlé du temps de réaction. Est-ce que vous pouvez développer un peu? Oui, alors... Disons, c'est une façon... on pourrait en discuter. Évidemment, on peut en discuter longuement sur les mesures de QI et qu'est-ce qu'ils représentent. Mais effectivement, il ne faut pas oublier que quand on fait ces tests de QI, c'est une panoplie de tests, c'est tout un spectrum de tests. En général, c'est 14 différents tests qui testent la capacité, les connaissances en vocabulaire, un petit peu arithmétique, etc., selon l'âge de l'enfance.
l'enfant. Mais il faut dire que, aussi imparfaits qu'ils sont, quand même, quand vous emmenez votre enfant chez le to-be pour voir, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va sortir la mesure pour voir est-ce qu'il a grandi depuis la dernière visite. Et c'est un peu la même chose. On doit, c'est imparfait, mais c'est une mesure comme la mesure de la taille pour... c'est loin d'être parfait, mais c'est tout ce qu'on a. Et le temps de réaction, c'est intriguant. Hein? On peut en parler après, parce que ça... Oui, je vous remercie pour votre intervention qui était très intéressante de plusieurs points de vue. Alors j'aimerais revenir sur votre succès au Parlement européen, même si c'est que le début et on va voir ce que ça va donner. De votre point de vue, quels ont été les facteurs déterminants pour aboutir à ce vote qui est quand même assez impressionnant. Oui, ouais. Assez impressionnant. Je suis assez impressionnée. Oui, c'était un cross-party consensus. C'est vraiment ça qui est... Oui, mais est-ce que vous pouvez nous dire, de votre point de vue, qu'est-ce qui a fait basculer? Est-ce que c'est cette production massive de la science? Enfin, je ne sais même pas si on peut dire qu'elle est massive. Qu'est-ce qui a interféré? J'imagine plusieurs choses. Je pense qu'il y a... je pense que c'est ce genre de tableau où on montre que les perturbateurs endocriniens sont présents dans, on le savait dans tout ce quasiment dans tout ce qu'on touche aujourd'hui, et qu'il y a une absence totale de définition et de réglementation et des tests. Peut-être, je n'ai pas eu le temps de rentrer dans les détails, mais le simple fait que l'Europe a mis sur place 52 millions d'euros sur 5 ans pour tester les perturbateurs endocriniens avec plus de poids mis sur la thyroïde et le développement du cerveau. Ça veut dire que le message est passé quelque part. Et ça, c'est avant, c'était en 2018 qu'ils avaient fait ça. Et justement, cette insuffisance des tests, et vous devrez être bien placé pour le savoir, c'est non seulement cette insuffisance des tests per se, mais l'insuffisance de l'utilisation des résultats de ces tests dans l'évaluation des produits. Et je pense que c'est l'ensemble de ça, avec, évidemment, les effets qu'on commence, c'est indéniable, l'effet de l'environnement sur notre santé, ça a passé. Est-ce qu'il y a d'autres questions? La dernière question, et après je vous conseille de discuter avec Barbara pendant le déjeuner. Oui, bonjour. Alors, une autre question, surtout au niveau de la prévention chez les futures mamans. Est-ce que tout ce que vous faites passe au niveau donc des gynécologues, des obstétriciens pour tester les mamans dès le début de la grossesse? Et deuxième question, est-ce que si l'enfant, si on ne sait pas tout ça, est-ce que les mamans après, vous parliez du sel iodé, est-ce que le fait de donner du sel iodé après à des enfants très jeunes permet de rattraper une insuffisance ou pas? Ok. Excellente question, comme tous les autres d'ailleurs. À vrai dire, ce qu'on préconise pour les femmes enceintes, mais avant qu'elles deviennent enceintes, c'est 150 microgrammes d'iode par jour. Mais avant, aussitôt qu'une femme rentre dans un cabinet médical et dit « Ah, je pense que je vais... » Voilà, ok, iode. 150 microgrammes. Et c'est donné dans les cachets pour les femmes avec le folate et tout ça, avec le fer et le folate. Donc, il y a avec iode et sans iode. Et donc, cherchez ce qui... Et recommandez ça vraiment. Parce que c'est très difficile de modifier la concentration d'iode et surtout de corriger les hormones thyroïdiennes lors de la grossesse. Parce que vous avez vu, les taux peuvent varier et on ne sait pas où la messe... Donc, ce qu'on préconise, je travaille avec des cliniciens, ils préconisent tous
doser les hormones thyroïdiennes et l'iode 1 ou 2 fois, surtout pour l'iode, 2 fois avant la grossesse, et parce que des fois on peut manger un plat de moule avant ou de huître, et là on va avoir des taux d'iode très élevés. Et, il faut quand même faire 2 ou 3 reprises de prise de taux d'iode dans les urines. Les hormones thyroïdiennes, ça c'est beaucoup plus stable, et déterminer l'état de l'iode et des hormones thyroïdiennes avant la grossesse, et ne pas jouer avec une fois établi. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation.